Radio Grand Lac, ensemble, tout le temps. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et nous sommes encore au complet ce soir. Salut Kevin, salut Guillaume. Salut Vincent, salut Kevin. Oui, nous sommes complets. Ravis d'être là en tout cas. Mais oui, c'est un événement à chaque fois pour moi. Et ce soir... Petit brainstorming cinéma. Et oui, brainstorming cinéma et préparez vos tuniques, préparez vos glaives, puisque ce soir nous allons parler d'antiquité. Je pensais à... Alors mon petit Billy, tu aimes les films de gladiateurs? C'est ça, oui. Alors, ce y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est pas un péplop, mais... si, c'est ça. Oui, parce que ce soir, donc bien évidemment dans le sommaire, en première partie, nous allons parler des sorties de la semaine, puis ensuite nous allons donner nos avis sur les sorties de la semaine dernière, entre autres The Substance et Here de Robert Zemeckis. Il y a de la surprise. Et enfin, en dernière partie, nous allons consacrer un focus sur les péplums, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'un tout petit film sort demain, qui s'appelle Gladiator 2. C'est mon genre préféré, qui plus est. C'est ton genre préféré. J'ai cru comprendre, en voyant certaines choses, Guillaume. Ouais. Et d'ailleurs, sans plus tarder, nous allons commencer par la sortie de la semaine, et Guillaume... Oui, voilà, évidemment. Donc Gladiator 2, qui sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté de, évidemment, Ridley Scott avec Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington, entre autres. Alors, des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. On écoute un extrait. Tu m'appartiens. Mais quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Le général fera l'affaire. Rome à tout prix. Mais j'aurai ma vengeance. De nombreuses souffrances t'attendent dans ta prochaine vie. Voilà. Film qu'on a déjà pu découvrir hier soir avec Kevin en avant-première. Oui, parce qu'il y a eu énormément d'avant-premières ce week-end, que ce soit dimanche et lundi. Et je crois que ça cartonne. Ça a beaucoup marché. Et ça plaît, surtout. Ça plaît moyen, vu des retours sur Internet. Moi, j'ai pas trop d'envie. En tout cas, nous, on te donnera pas envie parce qu'on n'a pas beaucoup aimé. Non, mais je m'en doutais un peu, entre parenthèses. Et j'ai eu envie d'aimer, honnêtement. J'ai fait tous les efforts possibles. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi aussi, j'aimerais bien aimer, mais je pense que je vais être très déçu, donc je préfère même pas y aller. En tout cas, s'il y a un endroit... Ou le voir, c'est bien au cinéma. C'est quand même mieux le voir au cinéma, je suis d'accord. Mais voilà, peut-être que Papy Ridley... je ne sais pas. Ouais, parmi les anciens... il sait tenir la caméra, mais le scénar, c'est... Oui, voilà. Parmi les anciens réalisateurs, là, on en a un paquet qui ont un âge plus qu'avancé, je pense que c'est Clint Eastwood qui tire le mieux son épingle du jeu pour l'instant. C'est plus intimiste. Voilà. Oui. Il s'est pas fourvoyé en mettant des pléthores d'effets spéciaux, Ridley Scott se croit jeune, surtout. Voilà, peut-être, je sais pas. Oui, et peut-être que Clint Eastwood met pas beaucoup de temps à faire ses films, mais peut-être plus de temps à choisir ses films. Puis le scénario, il est pour le coup, il est beaucoup plus, comme tu dis, intimiste. Ouais. C'est ça. Autre sortie, Vincent. Alors c'est Finalement qui sort aux Toiles du Lac de Claude Lelouch avec Admirad, Elsa Zilberstein et Michel Boujna. L'histoire, c'est dans un monde de plus en plus fou, Lino, qui a décidé de tout plaquer, va se rendre compte que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Donc, on écoute un extrait. N'avait pas d'importance, finalement. Le paradis, c'était l'enfance. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Claude Lelouch à une époque, beaucoup moins maintenant. Et je trouve que là, il se renouvelle pas, on va dire. Les retours sont affreux. C'est un peu... C'est très proche de tout ce qu'on a déjà entendu avec ne serait-ce que la voix là que j'entends, etc. Bon, c'est Cadmerade, je pense, qui chante, là, il me semble.
Ouais, ça ressemble à du Claude Lelouch, quoi, en définitive. Ah, Pierre, En même temps, s'il y en a qui aiment. Hein. Je sais pas. Ça dépend des films, honnêtement. Vraiment, il y a des films mais c'est vrai que sympas. les meilleurs sont quand même les premiers. Enfin, ceux d'une époque passée. Oui. Et Itinéraire en enfant gâté, entre autres, moi, c'est Oui, un voilà. de mes J'ai vu préférés. Truc où il y a Belmondo, il y a Annie Girardot, je me rappelle Ouais. plus du titre. C'est très bien ça. L'homme qu'elle aime, un truc comme Oui, ça. c'est ça, ouais. Où il joue un compositeur de ils musique sont- de film. Ouais, c'est ça. Et puis, il se retrouve aux États-Unis, je crois. C'est ça, oui. Ouais. Oui, Il y a exactement. un peu en road movie. Ah, oui, entre deux. excellent film. Par contre, l'aventure, c'est l'aventure, j'aime pas du tout, quoi. Ah ouais. Ah, je trouve ça long, pas hyper drôle. Bah, je devais le voir à Lyon et puis finalement j'ai annulé ma Ah bah, séance. c'est une époque aussi, et puis voilà. en Ouais, fait. mais c'est pas les genres de films comiques que tu vas retrouver. C'est pas du Georges Lautner, des choses comme ça. C'est un peu plan-plan. Enfin, tu verras. Bien sûr. Eh ben, en parlant de comique, on va continuer avec Ouh là là. On aurait dû aller en Grèce, sans doute, de Nicolas Benamou avec Gérard Jugnot, Virginie Hoc et Claudia Bacchus. Ne pouvant partir comme à leur habitude en Grèce pour leur unique semaine annuelle de vacances familiales, les Rousselot débarquent en Corse. Après un accident de la route sur l'île de Beauté, des voisins viennent perturber leur début de vacances. Règlement de comptes familiaux, insulaires et quiproquos en vue. On écoute un extrait. Voisine, je vous ai amené des embrouilles de chatte. Vous connaissez Monsieur Laroche? C'est un salaud. La pire espèce. Vous êtes au courant pour la vache de Toussaint? Oui, celle qui est morte. Et qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On peut pas la laisser. Voilà, ça sortira seulement aux Toiles du Lac. Quel engouement. Non, mais j'avoue que je pense que il doit avoir un bon... La Corse, elle a pied le vent en poupe, pardon. Ouais, Ouais, je bien pense sûr. qu'elle doit donner pas mal de thunes, comme Verne-Rhône-Alpes. Oui. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que toutes les comédies corses tournent autour de la même chose, c'est-à-dire les clichés sur les Corses. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment... C'est sûr. Il y a déjà le film avec Anne Consigny, là, Permis de construire, là. Qui était oui, déjà il y avait pas Anne terrible. Consigny, il y avait... il y en avait Il y avait beaucoup. moi, j'aimais bien l'enquête corse. Oui, l'enquête corse, il est L'enquête pas mal. corse. Je suis d'accord. En plus, c'était basé sur un truc de bande dessinée, je crois. Celui-là, je suis Petit. d'accord qu'il est pas mal. Mais Mais maintenant, on a sympa. Antoniente qui dit qu'il voudrait faire Astérix en Corse. Ah oui. Bon, les gars, Non, mais alors, pour le coup, Astérix en Corse, là, il est Oui, vraiment il était- très très bon. oui, il était L'album, bon. L'album, Mais- c'est un des meilleurs pour moi. Mais en film, j'ai je sais peur. pas jusque la meilleure, mais Ah, si, il est pas quand mal. même. Il y a quand même pas mal. Ah, le fromage qui explose, Ouais, c'était génial. C'est excellent. C'est la Corse. moi, je pense qu'il y a un film parfait à faire sur Astérix, mais Tu ils l'aimes- sont jamais décidés. Tu l'aimes pas, ma sœur? Ouais, mais Je te plais pas, parce que- c'est le Tour de Gaulle, quoi. Ah, ouais, Simplement. j'aurais aimé en Hispanie. Oui. Forcément. Mais bon. Autre film, Oui. autre sortie, donc En Tongue au pied de l'Himalaya, qui sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté de John Wax, avec Audrey Lamy, Nicolas Chupin et Eden Lopez. Retiens ton souffle, Pourquoi? vu la longueur du synopsis. Oui, c'est vrai. Donc, Pauline est la maman d'Andrea, 6 ans et demi, un petit garçon formidable à qui on a diagnostiqué un TSA, un trouble du spectre autistique. Il n'est pas vraiment au niveau, mais il est toujours scolarisé et s'apprête à faire sa rentrée en grande section de maternelle. Pour Pauline, sans revenu fixe et récemment séparé de Fabrice, le père d'Andrea, tout semble concourir à faire de sa vie une succession d'échecs. Or, pour Andrea, c'est une année cruciale qui va déterminer s'il peut ou non rester scolarisé et obtenir ainsi une meilleure chance de voir son état s'améliorer. Mais pour cela, Andrea a besoin de stabilité. Pour Pauline, la lui apporter, c'est un peu beaucoup gravir l'Himalaya en tongue. On écoute un extrait. Il compte des allumettes ou que dalle? Non, il compte pas spécialement des allumettes. J'ai pas cassé mon lit. J'ai pas bouché les toilettes. On est plus ou moins séparés avec Fabrice. Non, c'est pas possible. Tu vas faire quoi maintenant? 40 ans, un gamin handicapé, pas de boulot. Alors déjà, j'ai que 39 ans. Bah, excuse-moi de m'inquiéter, moi je suis pas sûr que de vivre avec ton frère soit un environnement très stable pour le petit. Pardon, j'ai perdu mes clés. Tu fais chier, hein. On a fait un apéro pour... Comédie de mœurs. La bande-annonce donnait envie, honnêtement. Ouais. Non, mais là, Ça avait l'air pas mal. Le son, ce que j'entends, là, ça me Ouais. parle un peu, quand même. Ça a l'air mieux qu'on aurait dû aller en Grèce ou finalement, quoi. Oui. Je sais pas si on peut faire de comparaison, mais... Non. Je vais être très succinct ce soir. Non, enfin, ouais. Le drame social de la semaine, quoi. Alors, Oui. on va changer de registre, peut-être. La Vallée oui. des Fous, qui sort au Victoria au Pâté, de Xavier Beauvois avec Jean-Paul Rouve, Pierre Richard et Madeleine Beauvois. Passionné de voile, Jean-Paul traverse une passe difficile, il accumule les dettes et s'éloigne des siens.
Bien décidé à reprendre sa vie en main, il s'inscrit à Virtual Regatta, la course virtuelle du Vendée Globe. Il se met dans les conditions d'un vrai skipper en s'isolant pendant 3 mois sur son bateau dans son jardin. Ce voyage, pas comme les autres, lui permettra de renouer avec sa famille, mais surtout avec lui-même. On écoute un extrait. Je vais faire le Vendée Globe. En mer? Non. Je vais faire la course sur Virtual Regatta, mais sur mon bateau. Tu vas faire le tour du monde dans le jardin? En restant presque 3 mois dans ce bateau? Ça marchera jamais ton truc. T'as vu, hein, c'est exactement ce qu'ils emmènent sur Vendée Globe. Vodka. Il est ridicule avec des bouteilles. Si je gagne, 150 000 €. Et là, nos problèmes. Voilà. Il sort à propos, j'ai envie de dire. Ouais, bien sûr, mais évidemment. Et puis, ça a l'air tendre, ça a l'air plein d'émotions, tendre, voilà. Et ça j'ai cru comprendre que c'était basé d'une histoire vraie, tiré d'une histoire vraie. Ah, c'est possible, oui. Enfin, librement inspiré, à mon avis. Évidemment. Autre sortie, Une part manquante, qui sortira au Victoria à l'Astrée, de Guillaume Senet avec Romain Duris, Judith Chemla et Mei Sirne-Masuki. Tous les jours, Jay parcourt Tokyo au volant de son taxi à la recherche de sa fille, Lily. Séparé depuis 9 ans, il n'a jamais pu obtenir sa garde. Alors qu'il a cessé d'espérer la revoir et qu'il s'apprête à rentrer en France, Lily entre dans son taxi et on écoute un extrait. Ils sont partis, mais je pouvais pas accepter, tu vois, depuis 9 ans, je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois. Le jour, la nuit, partout dans tout le pays. Konnichiwa, domo. La stabilité de l'enfant, c'est qu'il voit ses 2 parents. Ouais, c'est pas ça? pas ici. Voilà. Je suis pas très convaincu. Je te sens cette semaine. Non, mais en vrai, là, pour le coup, j'ai l'impression de voir Romain Duris qui fait un peu du Romain Duris. Il tente pas grand-chose sur la balance. Ça donne. Enfin voilà. Pourtant, l'histoire de base, ce serait vraiment quelque chose qui me parlerait. Mais peut-être que le prochain. Ah, évidemment, un film italien, puisque va sortir. Non, pas du tout. Pas italien? Non, c'est corse. C'est pas très loin. Donc c'est Le Royaume qui sera disponible uniquement au Victoria à l'Astrée de Julien Colonna avec Gujvuna, je ne sais pas comment on dit, Benedetti, Saverio Santucci et Anthony Morganti. Donc Corse 1995, Lesia vit son premier été d'adolescente. Un jour, un homme fait irruption et la conduit à moto dans une villa isolée où elle retrouve son père en planque entouré de ses hommes. Une guerre éclate dans le milieu et les taux se resserrent autour du clan. La mort frappe. Commence alors une cavale au cours de laquelle père et fille vont apprendre à se regarder, à se comprendre et à s'aimer. On écoute un extrait. Quelque chose. C'è un uomo che se ne volta. Non è mica ben fatti proprio. Prenez la température en ville. Traînez un peu. Prenez des infos et surtout montrez-vous. Je reste avec toi, je serai dans un coin, je te dérangerai pas. Arrête. Ce qui se dit et ce que tu vois ici, tu n'en parles à personne. Ni à ton amoureux, ni demain, ni dans 10 ans. Tu as peur. On a tous peur. Quand on a nos vies. Voilà, C'est Narcos chez les Corses, non? Ou c'est comment ça s'appelait ce film avec Benicio del Toro où il faisait Escobar et il recevait le... Paradise Lost. Ouais, tu peux penser à ça aussi. Ouais, alors en fait, je sais pas pourquoi, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air assez prenant. D'accord. Ça a l'air plus sur les terroristes corses que Ouais, sur le trafic de drogue. Oui. À mon avis, c'est plus ça, oui. Oui. Donc, et puis bon, Julien Colonna, voilà, c'est le fils de Ivan Colonna. Pas Ivan Colonna, mais un autre Colonna qui était connu pour ce genre d'action. D'accord. Autre sortie, Vincent. No Other Land, disponible à l'Astrée, de Basel Adra, Hamdam Balal et Yuval Abraham. Depuis plus de 5 ans, Basel Adra, un activiste palestinien en Cisjordanie, filme l'expulsion de sa communauté par l'occupation israélienne qui détruit progressivement les villages et chasse ses habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien qui le soutient dans ses démarches. Une amitié inattendue voit le jour. Ce film, réalisé par un collectif palestino-israélien de 4 jeunes militants, a été réalisé comme un acte de résistance créative sur la voie d'une plus grande justice. Voilà, donc c'est un documentaire. Voilà, c'est un documentaire. Et donc oui, comme tu disais, seulement à l'Astrée. Du côté de nos amis de Cinéphilex, alors comme la semaine dernière, le film Totem sera proposé, mais cette fois-ci les jeudis, samedis et dimanches au cinéma Victoria. C'est toujours réalisé par Lila Aviles avec Naïma Santi, Montserrat Maranon,
Umbalanon, et Marisol Gazé, toujours l'histoire de Sol, une fillette de 7 ans qui est emportée dans un tourbillon de préparatifs mené tambour battant par ses tantes pour l'anniversaire de son père, Tona. Au fil d'une journée dont le point d'orgue est un événement aussi redouté qu'attendu, Sol comprend peu à peu la gravité de cette célébration. Et l'autre sortie cinéphilex, c'est un film du patrimoine datant de 1971, c'est Johnny God is Gone ou Johnny s'en va-t-en guerre. Johnny s'en va-t-en guerre. Ce sera disponible le mercredi, vendredi, lundi et mardi. C'est réalisé par Dalton Trumbo. Sa seule réalisation d'ailleurs. Sa seule réalisation, parce qu'il est plus généralement connu pour ses travaux de scénariste, dont Spartacus. Voilà, très bien. C'est à propos. Quelle connaissance. Quel à propos, voilà. En plus. Donc de Dalton Trumbo avec Timothy Bottoms, Don Red Barry et Kathy Fields, l'histoire de Joe Bonham, qui est un jeune Américain plein d'enthousiasme. Il décide de s'engager pour aller combattre sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Lors d'une dangereuse mission, il est très gravement blessé par un obus. Le personnel médical, croyant qu'il n'est plus conscient, décide pour le sauver de l'amputer de ses bras et de ses jambes. Il perd également une partie de son visage, ne pouvant plus ni parler, ni entendre, ni sentir. Mais il est conscient. Dans la chambre d'un hôpital, il tente de communiquer et se souvient de son histoire. Voilà. C'est un peu le scaphandre et le papillon. Alors excellent film, vraiment, si vous l'avez pas vu, c'est à voir. Ouais. Oui, j'en ai entendu que du bon. Non, mais c'est sur les gueules cassées, enfin en partie, sur les gueules cassées, ce genre de choses. Enfin, très très bon film. En général, on n'est pas déçu par des scénarios de Dalton Trumbo. C'est pas faux. C'est pas faux. Eh bien, écoutez, c'est tout pour les sorties de la semaine. Étant donné que Gladiator 2 sort en salle demain, on va s'écouter Now We Are Free de Lisa Gerrard sur la musique de Hans Zimmer. C'est tiré du premier film Gladiator et on revient tout de suite après pour parler de nos avis des sorties de la semaine dernière. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Et après avoir parlé de nos sorties, des sorties de la semaine, nous allons donner nos avis sur les sorties des semaines précédentes. Mais avant cela, Guillaume, un petit rappel de ce que nous vous avons déjà conseillé par les semaines précédentes. Oui. Et le film Quand vient l'automne, mais je n'arrive plus à me rappeler ce que c'est, tu vois. François Ozon. Et à chaque semaine, ça va être mon film de... Tu sais, j'ai cité chaque fois sur celui de Blake Lively. Bref, oui, alors, vrai. Quand vient l'automne, Le Robot Sauvage, le film d'animation, le Lee Miller avec Kate Winslet, L'amour ouf de Gilles Lelouch, Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade. D'ailleurs, il s'en sort comment, je me disais, on n'entend plus parler. J'ai l'impression ça marche plutôt bien, mais c'est pas non plus... ça marche. C'est lié aussi au fait que Aznavour, ça remporte pas des foules c'est peut-être un succès de niche, ouais. C'est ça. Juré numéro 2, le dernier Clint Eastwood qu'on vous recommande fortement et qui marche bien en France. Oui. Moi, je rejoins le club pas très fermé, finalement très ouvert, des aficionados de Clint Eastwood, mais j'ai vu le Juré numéro 2 et franchement, je suis pas déçu. Parfait. Et Anora, qu'on vous recommande aussi, la dernière Palme d'Or. Par contre, nous vous déconseillons. Mais il y a de la chance parce que je l'ai pas encore vu. Venom, The Last Dance. Tu vas quand même pas me dire, même si tu l'as pas vu. Alors moi, j'ai profité que le premier passait à la télé pour voir un petit peu parce que je l'ai pas vu en entier. Ah, un petit peu. J'ai vu des passages, oui, parce qu'au bout d'un moment, ça me gonflait un peu. Voilà. Et encore, je trouve que le premier c'est le meilleur. Enfin, c'est le moins pire. Disons que c'est la découverte du fait que la créature se investit le corps du personnage, quoi. Voilà. Mais on va revenir sur ce qu'on a vu cette semaine. Donc, je te propose de commencer par Here, vu que tu es le seul à avoir vu. Les plus belles années de notre vie de Robert Zemeckis avec Tom Hanks et Robin Wright, ex-Madame Penn. Voilà. Et Paul Bettany et aussi Kelly Reilly. Pour les fans de Yellowstone, vous serez ravis de voir Kelly Reilly. Alors, Here, les plus belles années de notre vie, c'est la preuve... comme pour Gladiator 2, qu'il ne faut définitivement pas écouter les critiques américaines, puisque Here, contrairement à ce qui était dit, est un très beau film de Robert Zemeckis qui a surpris énormément le public français. Alors, le film ne marche pas beaucoup, mais ceux qui l'ont vu en sortent assez bouleversés. En même temps, le postulat, parce que c'est un film à concept, c'est-à-dire qu'une fois que la caméra s'est installée, la caméra ne bouge plus. Et donc, vous allez voir... ça défile devant la caméra. Voilà. Mais ça commence par les dinosaures. Et ça va jusqu'à nos jours, voire même un tout petit peu... un futur très très proche. Mais genre
2040 peut-être, voilà. Il n'y a pas de voiture volante, et il n'a pas fait un hommage à Retour vers le futur 2, rassurez-vous. Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que s'ils s'en souvenaient pas, que c'était lui qui avait fait les Retours vers le futur, qui était un succès super sympa. Ah bah bien sûr. Et qui sort d'ailleurs à la télé là, jeudi. Ah oui. Oui, bon, on en parlera. Il le passe régulièrement. Et Here, pour le coup, ça va nous permettre de suivre plusieurs vies à l'endroit où cette caméra s'est posée, parce que, on va dire, à partir d'une certaine période, il y a une maison qui va se construire, et du coup, on va être dans le salon de cette maison, et on va voir plusieurs vies défiler. Et alors, il y a des vies qui sont un petit peu inintéressantes, qui sont un peu gadgets, annexes, parce que véritablement, les vies qu'on va avoir envie de suivre, et que le film va vraiment énormément s'attarder dessus, c'est Paul Bettany et Kelly Reilly, et leur fils, qui est Tom Hanks, qui va ensuite rencontrer Robin Wright, et du coup, tous les quatre vont vivre ensemble et vont être obligés de cohabiter. Enfin voilà, c'est vraiment cette histoire-là, l'histoire de cette famille, qui est vraiment le plus poignant. Et alors, évidemment, ça nous remet à notre place de simples humains sur Terre, du temps qui passe, et que nous sommes un tout petit microbe dans un petit bout d'histoire. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que Robert Zemeckis intègre ces petites histoires dans la grande histoire, puisqu'en fait, ils sont juste en face de la demeure de William Franklin. Ah. Alors oui, il y a aussi plusieurs éléments qu'on voit à la télé qui font penser à la grande histoire, mais ils sont juste en face de la demeure de William Franklin. Donc il y a vraiment ce rapport avec la grande histoire américaine, et finalement Robert Zemeckis... William Franklin Benjamin Franklin. Oui. Ah, d'accord, parce que je me dis William Franklin, je connais pas. Benjamin Franklin. Voilà. C'est à Philadelphie, alors c'est à Philadelphie. Ça, oui. Si je me trompe pas, il me semblait que c'était ça. Il a raison. Et du coup, on a ce rapport avec l'histoire américaine et les petites histoires, ce que finalement on avait déjà dans Forrest Gump. Et du coup, Robert Zemeckis retrouve finalement ce qu'il connaît déjà et propose un film qui est très original dans le concept, alors qui est pas tout le temps parfait, parce que les moments lents. Non, c'est que alors il y a des histoires, comme je vous ai dit, qui étaient dispensables, puis surtout le rajeunissement numérique de certains acteurs, dont Tom Hanks et Robin Wright, par moments, c'est un petit peu pas terrible. Mais sinon, franchement, je trouve qu'il y a un bel élan, et la fin ne peut que vous cueillir émotionnellement. Donc, si vous aviez des doutes, mais que vous aimez assez ce genre de film, franchement, foncez. C'est un très très beau film, et ça fait plaisir de revoir Robert Zemeckis en forme. Voilà. Ok. Autre sortie que nous avons vue, Guillaume. Oui, The Substance. Alors, je me rappelle plus du nom de la réalisatrice, j'ai regardé tout à l'heure. Coralie Farja. Et une Française, Cocorico, oui, puisque le film en plus a été tourné en France. Alors c'est là, oui, dans le sud, et à Paris. Oui. Ça ne se voit pas du tout. Ouais, ça fait l'effet, tu sais, le salaire de la peur, un peu, qui avait été tourné dans le sud de la France. Bref. Grosse claque, attention, ce film, parce que avec Demi Moore et Margaret Qualley, ça raconte en fait une actrice, présentatrice, enfin en tout cas une star de télévision sur le déclin, qui se fait licencier et qui découvre par un concours de circonstances une substance qui lui permet en fait de créer une sorte de double, mais qui reste elle-même. Donc c'est un superbe film qui parle un peu des dérives d'Hollywood, qui parle du temps qui passe également, qui parle de la place de la femme, on va dire, dans le show business américain. Âme sensible s'abstenir, évidemment, puisque le film est... J'avais prévenu. Le film, en fait, est un croisement entre du Cronenberg de la grande époque, le Cronenberg très organique, avec des choses un peu... La mouche. Un peu dégueulasses, où il y a un peu de comment ça s'appelle, Existence, ce genre de choses. Dire, Il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça serait Cronenberg qui rencontre Wedding Refn, moi je trouve, dans la manière d'esthétiser ses plans. C'est peut-être même suresthétisé par moment. Tu te dis, est-ce que des fois certains plans n'en font pas trop? Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mais... Parce que le film en fait trop de manière générale. Le film, en fait, chaque plan est magnifique. Il y a un sens de l'esthétisme, mais à la fois un sens aussi du sale. Mais qui, t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, c'est quand ça représente les hommes aussi, le sale. Oui, surtout Dennis Quaid. C'est Dennis Quaid qui annonce à Demi Moore qu'elle est virée au début, et on va vraiment se concentrer sur ce qu'il mange à ce moment-là.
c'est l'image du producteur. Les bruits de bouche et tout ça. Et Demi Moore, elle est déphasée complète parce qu'elle vient de perdre son boulot, quoi. D'accord. Et oui, c'est vraiment le producteur véreux. Le porc, un petit peu, ouais. Ça, comme aurait pu être peut-être un Harvey Weinstein. Oui, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que, comme tu disais, tout est beau et le film en fait trop. Mais en fait, j'ai trouvé que ça faisait limite du bien, en fait. Parce que on voit qu'elle a pris son sujet et elle le traite pas à moitié. On va dire qu'elle pète les portes, elle les fait valdinguer, quoi. Parce que ça emprunte à plein de genres, ça parle de psychologie, ça va dans le body horror, ça tape dans l'Universal Monster, ça va aussi dans tout ce qui est film d'horreur, genre Carrie au bal du diable, ce genre de choses. Oui. Ça va chercher dans l'esthétique, je t'avais dit tout à l'heure, Jean-Pierre Jeunet, je trouve, avec un peu l'utilisation du fisheye, ou alors Yorgos Lanthimos aussi, enfin, d'une certaine manière. C'est cadré très très proche, en fait. Je sais pas si on adopte le point de vue de la protagoniste ou pas, puisque on a souvent, tu sais, ce côté déformé de l'image vu qu'on voit de très près. Mais en tout cas, le propos, moi, le film m'a embarqué, il dure 2h30, m'a embarqué du début à la fin. Ah oui, l'acting on peut pas s'ennuyer. Est parfait. Enfin, je trouve Demi Moore, je l'avais jamais vu comme ça. Pour moi, c'est son meilleur rôle, je trouve. Ou du moins depuis très longtemps. Margaret Qualley qui joue en fait comment on dit, doppelganger, un peu son double. Bah, c'est sa version plus jeune, plus belle. En fait, elle représente la meilleure partie d'elle et qui est vraiment parfaite aussi dans son rôle qui. Elle, on l'a esthétisée, Margaret Qualley, on l'a lissée vraiment. Il y a beaucoup de parties de son corps qui sont filmées de manière attrayante, un peu, comme si on était un peu le spectateur qui regarde le clip, l'émission à la télé. Et par contre, ce qui est intéressant sur Demi Moore, c'est qu'il y a tous ces gros plans qui montrent son âge en fait. Pourtant, c'était une actrice qui avait tendance à avoir recours à la chirurgie esthétique à un moment, mais qui était quand même un canon, je veux dire. En termes de critères de beauté. Et là, c'est marrant parce qu'on s'attarde vraiment sur ses rides, sur le temps qui passe, enfin, ce genre de choses. J'ai vraiment aimé l'opposition qu'on y fait. Et puis voilà, quoi, je veux dire, allez voir The Substance. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Oui, ça me donne envie de t'entendre en parler. Ça me donne envie de le voir, ouais. C'est un côté, c'est un côté Black Mirror, vraiment, si vous suivez la série qui est disponible sur Netflix. Non, mais je vois de quoi tu veux parler. Ouais, sur les dérives, en fait, parce que techniquement, la substance, j'en parlais à ma femme, j'étais, j'allais pas dire n'importe qui, mais énormément de personnes le prendraient si c'était possible, ce produit, je pense. Et peut-être que ça existe. Je sais pas. Et certainement, beaucoup de personnes l'utiliseraient comme ils l'utilisaient dans le film. Enfin bon. C'est vrai. Parce que moi, ce que je retiens aussi, c'est vraiment la psychologie des personnages et le film qui n'est pas fin, je suis bien d'accord, te rappelle à chaque fois, vous êtes la même personne. Il te le dit plusieurs fois. C'est vraiment les règles de base, quoi. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est que le film n'avait pas besoin de subtilité. Là, franchement, vu le message, voilà, il fallait vraiment envoyer le pâté pour le dire vulgairement, et je trouve qu'elle l'a très très bien fait. Et du coup, ce qui donne un film où on s'ennuie pas une seule seconde, c'est un objet pop, parce que oui, c'est très pop, il y a des couleurs qui c'est assez intemporel. J'ai vu assez subrepticement la bande-annonce et effectivement, j'avais ce sentiment-là aussi. On a l'impression d'être dans les années 80, mais en fait, on n'y est pas. Il y a une manière un peu de rendre le film assez universel et qu'il puisse vieillir dans le temps, justement. Parce que finalement, le message est toujours le même, oui. Voilà. Et puis le premier plan, je sais qu'il t'a beaucoup plu. Le premier plan, c'est un exemple d'introduction de film pour saisir tous les tenants et aboutissants. C'est on peut dire, c'est un top shot. C'est un top shot de l'étoile du personnage de Demi Moore. Qui est sur la rue, en fait. D'accord. Et sur Hollywood Boulevard. On voit du coup quand ils installent l'étoile. Et puis ensuite, on voit que les gens s'arrêtent en disant t'as vu ces machins et tout ça. Puis ensuite, on voit que les gens commencent à faire tomber des sodas dessus. Au début, après il y a l'apothéose et au fur et à mesure, tout le monde s'en fout et voilà. Et je trouve que métaphore, quoi. Pour saisir les tenants et aboutissants de où en est le personnage, tu sais tout de suite, t'étais pas perdu. Finalement, je sais qu'en off, on parlait de Babylone. D'une certaine manière, le propos du personnage de Brad Pitt dans Babylone rejoint un peu ce qu'on dit dans le film. De toute façon, c'est un éternel sujet. Il n'y a pas trop de suspense à ce niveau-là. Par contre, très violent. Mais c'est la manière dont ça a été confectionné qui doit être intéressant.
parce que le film n'est interdit qu'au moins de 12 ans. Ah, je pensais que c'était à moins de 16, facile. Ah oui, sérieusement, les gars, j'ai connu la France beaucoup plus sévère. Là, interdit moins de 12 ans. Ça fait un peu l'edge. Ouais, j'ai interdit moins de 12 ans et allez-y avec un seau parce que ça va être quelque chose. Ouais. Et côté conseil télé, mon cher Vincent, qu'est-ce que tu me conseilles cette semaine? Moi, j'avais bien vu le film de Will Hunting, un film de 1997 de Gus Van Sant. Van Sant, je sais pas comment on prononce, sur Chérie 25, sur la chaîne Chérie 25 à 22h50 par contre, et c'est vendredi 15 novembre, et c'est des acteurs éminemment sympathiques et très connus, puisqu'il y a Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Minnie Driver, et il y a Stellan Skarsgård. Genre, ça veut peut-être pas dire grand chose à beaucoup, mais c'est un... Mais tout le monde le connaît. Voilà, tout le monde le connaît généralement en le voyant. Et en fait, donc c'est l'histoire d'un jeune qui est super doué. Alors je vais pas trop spoiler parce que il y a plein de surprises qui se font assez vite, au niveau du film. Donc j'ai pas trop envie de parler réellement de l'histoire, si ce n'est que c'est un jeune super doué qui est interprété par Matt Damon et qui va être amené à trouver un peu un alter ego en la personne de Robin Williams, qui lui interprète le rôle d'un psychologue auprès duquel il doit être obligé de passer pour pouvoir éviter une peine de prison, parce que en fait il est hyper doué mais il fait pas c'est un délinquant, oui. Voilà, c'est un délinquant, il fait pas ce qu'il devrait faire, et il est donc remarqué par un prof d'université qui le repère et qui veut un petit peu le prendre sous son aile. Et donc, pour qu'il ne fasse pas cette peine de prison, il doit s'en occuper, mais il faut qu'il passe obligatoirement auprès d'un psychologue, et donc que va interpréter magistralement Robin Williams. Il y a des moments très très émouvants, très très forts au niveau du scénario. Je trouve que c'est un scénario très fin, très subtil. Et entre parenthèses, c'est Matt Damon et Ben Affleck qui ont coécrit le scénario. Et d'ailleurs, le film a eu quand même 9 fois, il a été nominé 9 fois aux Oscars en 98, et il a eu l'Oscar du meilleur scénario original. Robin Williams ayant eu, lui, quant à lui, le meilleur acteur de second rôle. Voilà. Et c'est un film franchement très émouvant. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, et comme je disais hors antenne, chaque fois que je vois, il y a des scènes, il y a des passages sur lesquels je me fais cueillir, mais allègrement, parce que c'est un film très très fort émotionnellement, très puissant. On vous le conseille tous, tous. Guillaume, ton film? Moi, je vais faire rapide. Oui, c'est Le Nom de la Rose de 1986, réalisé par Jean-Jacques Hano, adapté donc du roman de Umberto Eco, qui passe ce dimanche 17 sur Six After à 21h15. Donc c'est Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abrams, Michael Lonsdale et bien d'autres. Donc c'est un thriller, c'est une enquête, c'est un peu Sherlock Holmes en Moyen-Âge. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est Baskerville, il s'appelle, hein, entre oui, parenthèses. Oui, j'allais dire, donc c'est Guillaume de Baskerville qui va mener son enquête justement dans une abbaye où va se tenir un grand congrès justement entre les différents ordres religieux, et donc il va y avoir des meurtres au fur et à mesure, et en fait c'est une enquête. Guillaume de Baskerville va mener l'enquête et qui va l'emmener à avoir plein de péripéties. C'est un super film avec de magnifiques décors, une ambiance. C'est vraiment le film ambiance qui donne la chair de poule entre vraiment le sound design et ce genre de choses. Le twist est pas si facile à percevoir que ça. Enfin, en tout cas, ça emmène dans certaines choses très intéressantes, et je vous conseille vraiment de le revoir. C'est un classique, et il a eu le César du meilleur film étranger et un BAFTA du meilleur acteur pour Sean Connery. Vraiment à revoir. Sous fond de débat théologique. C'est ça. Et moi, je vous conseille Le Pacte des loups de Christophe Gans avec Samuel Le Bihan, Marc Dacascos, Vincent Cassel, Monica Bellucci sur C-Star à 21h10 le jeudi 14 novembre. C'est peut-être ce qu'on a fait de mieux en France en termes de films de genre action, moyenâgeux. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout.
C'est un western un peu. Il y a un côté western, moi, je trouve, dans le Pacte des loups. Il y a un côté western, il y a un côté jeu vidéo, il y a un côté film hongkongais, horrifique. Horrifique. C'est un peu le réalisateur, c'est un peu le... Ça prend un peu de partout, mais ça le fait bien et ça adapte à un fait divers. Une légende, oui. On y prend plaisir. La Bête du Gévaudan, on y prend plaisir. Ça se regarde très bien. Et la version remasterisée, d'ailleurs, qu'ils avaient sortie en 4K, est excellente aussi. Ah, j'ai toujours pas vu la version remasterisée. Oui. Et version très belle scène d'action avec des personnages hauts en couleur. Oui, un très bon casting. Ouais. Voilà, donc voilà tout ce qu'on vous conseille pour nos conseils télé. Avant de nous attarder sur le focus de la semaine qui est consacré au péplum, on va s'écouter un deuxième titre, Remember de Josh Groban, tiré du film 3. On revient tout de suite après. Radio Grand Lac, écoutez-nous, on est là pour vous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et vous êtes toujours sur la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et en troisième partie d'émission, nous allons nous attarder sur notre focus de la semaine qui est sur les péplums. Oui, tout à fait. Alors, le péplum, un peu à la manière du western, est un genre qui, à l'heure actuelle, est un peu tombé en disgrâce, on va dire. Mais bon, je vais essayer de vous en faire très rapidement un peu l'historique. Donc, un péplum, en fait, c'est un film qui se passe dans l'Antiquité, tout simplement. Hein, c'est comme ça qu'on peut mettre on peut le préciser, si tu veux bien. Juste, c'est tiré de latin péplum, qui est lui-même tiré du grec, qui veut dire une tunique. En fait, c'était la tunique d'Athéna, et donc, d'une manière générale, c'est tous les éléments vestimentaires liés aussi qui se rattachent à ce genre, et puis au genre lui-même. Voilà. Je pense que le péplum était un genre aussi vieux que justement que le cinéma. Pour vous citer, il y avait un court-métrage en 1896 des frères Lumière qui retraçait Néron essayant des poisons sur ses esclaves. Voilà. Savoir que le terme péplum n'est sorti qu'en 1953 avec le film La Tunique, qui a également en plus c'est le premier film en cinémascope. Également. Ah oui, c'est La Tunique. Bon, bref, ça va être bien pour nos parties de Trivial Pursuit. Oui, mais je crois qu'en plus il y a une histoire comme ça sur La Tunique dans le Trivial Pursuit. Oui, je me suis fait avoir. On peut noter, il y a deux grands âges d'or du péplum, notamment dans l'époque muette. On avait déjà des films, Les 10 Commandements de Cécile B2000. On avait déjà un premier Bénur, un Quo Vadis, un Cléopâtre également, avec la française, j'ai oublié son prénom, Claudette Colbert, si je dis pas de bêtises. Oui, qui jouait ensuite dans New York Miami. Oui, c'est ça. Avec Clark Gable. Les Italiens ont un peu lancé la mouvance aussi des péplums, puisque eux investissaient également beaucoup d'argent. Alors je pense que c'est également parce que les décors ne devaient pas si durs à avoir pour eux, justement. Un genre qui stagne, on va dire, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale et qui se relance, en fait, en 49 avec Samson et Delilah de Cécile B2000 et le gros redémarrage, en fait, qui arrive avec le succès de Quo Vadis qui avait été tourné dans les studios Cinecittà et Cinecittà qui deviendra pendant plus de 10-15 ans la capitale du péplum à Hollywood. Donc c'est là qu'on a la grande époque de tous les péplums, les 10 Commandements, Bénur, comme j'ai dit, Quo Vadis. Les derniers jours de Pompéi. Les derniers jours de Pompéi, exactement. Je le mettrai Spartacus. Spartacus, oui, qui arrive un peu plus tard dans les années 60. Voilà. Mais tous ces grands péplums, Cinecittà qui est la figure indissociable justement du péplum, si vous avez l'occasion d'aller le visiter, je vous le conseille fortement. Parce que c'est vraiment un studio qui sent l'histoire du cinéma. Oui, sûrement. Ça sent le sable. Ça sent le sable aussi. Et évidemment, arrivent successivement deux événements, 63-64. Puis, en fait, au final, ça n'a pas duré si longtemps que ça, le deuxième âge d'or des péplums. Puisqu'en 63, on a peut-être un des plus grands péplums qui arrive, qui est... comment s'appelle-t-il ? Cléopâtre de Joseph Mankiewicz avec Elizabeth Taylor, Richard Burton, qui est un échec... commercial important. Peut-être la démesure du film, mais vraiment le film est à voir, je vous le conseille. Démesure, c'est peut-être même l'un des plus longs péplums. Oui, il doit durer presque 4 heures. C'est 4h11.
Et l'année d'après, en fait, on a, je pense, celui qui vient sceller le clou du cercueil du péplum pendant un bon moment, c'est La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, qui a largement inspiré d'ailleurs le film Gladiator. Je vous invite vraiment à le revoir si vous avez l'occasion, mais qui a été un énorme échec. Donc, les studios ne voulaient plus investir autant d'argent dans ces films qui tombaient justement, qui devenaient ringards assez rapidement. Et qui plus est, en 63-64 arrive le genre du western spaghetti. Donc, pour vous la faire simple, le genre vivote, on a quelques films par-ci par-là, du Pasolini avec Médée, je sais plus, il y en avait fait un autre. Des choses qui sont plus anecdotiques, on va dire. L'Évangile selon saint Matthieu. Oui. On a Caligula de Tinto Bass, mais bon, qui s'était un peu allié avec un réalisateur. T'as les Monty Python aussi, qui en font. Mais oui, c'est vrai, oui. Ça, c'est un peu. Oui, puis il y a Coluche aussi. Il y a Coluche. Il y a à noter quand même La dernière tentation du Christ également de Martin Scorsese. Et on a la renaissance dans les années 2000 avec justement Gladiator qui arrive de Ridley Scott et qui on a pensé à un moment, est-ce qu'on peut dire, c'est encore sujet à débat, qu'on a eu, on va dire, un second âge d'or, un troisième âge d'or, pardon, du péplum, ce que je ne pense pas, puisqu'après Gladiator, on a eu quand même quelques bons films. 3, on peut citer Alexandre, que j'apprécie particulièrement. Qui sort d'ailleurs mercredi, sur Sister à 21h10. Qu'est-ce qu'on peut citer également? 300, moi je le cite pas comme un péplum, mais... techniquement. Si. C'est une histoire gréco-romaine. C'est l'adaptation d'un roman graphique, donc je le mets pas en péplum. Oui, mais ça fait partie des événements. Si on s'arrête au setting temporel, c'est un péplum ultra... Enfin, de toute façon, d'ailleurs, c'est ultra stylisé. J'ai vu que depuis 300. Gladiator, on appelle ça le néo-péplum. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Oui, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Gladiator... Il y avait la dernière Légion aussi, la dernière Légion. Oui, c'est vrai, l'aigle de la 9e Légion. C'est vrai que Gladiator n'a pas vraiment fait des petits en termes d'impact et d'énormes succès. Il y en a eu quelques-uns, mais après 2010, en fait, c'est retombé en désuétude. Et c'est un genre, je trouve, qui trouve un peu ses lettres de noblesse en série télé, un peu à la manière du western. On avait des superbes séries comme Rome, on avait Rome, on a eu d'autres, je sais plus, avec Kelly Riley également. Enfin, il y avait un truc. Britannia. Britannia, exactement. Tu m'as réactivé un souvenir. C'était pas mal. C'était pas mal. Je crois qu'il y a un truc. Spartacus. Oui. Celle-là, alors, c'est à mi-chemin entre 300 et c'est le style graphique de 300. Hercule et Xena la guerrière. Non, c'était avant. C'était un petit peu avant. Oui, on peut quand même englober tous ces films avec la mythologie grecque. Il y a le choc des titans, tout ça. Oui, ça en fait partie. Titans, oui. Ça en fait partie. Tout à fait, puisqu'on peut dissocier évidemment tout ce qui est péplum historique. Qui a pour vocation quand même de raconter un événement, on va dire historique, un événement passé. Qu'est-ce qu'on peut citer? Je sais pas, la bataille de Marathon, plein d'autres choses. Oui, la chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain. Ouais, c'est pas vraiment historique celui-là. Ah d'accord, je l'ai pas vu. Non, mais c'est pas vraiment historique, mais c'est pas grave. Mais il y a aussi tout ce qui est péplum biblique, ce que j'appelle péplum biblique. Les 10 commandements, effectivement. Donc les 10 commandements, Samson et Delilah. Je crois qu'il y a même Sodome et Gomorre, si je dis pas de bêtises. Il y a un qui était horrible d'ailleurs. Comment il s'appelait? Avec Yul Brynner et Gina Lollobrigida. C'était Salomon et la reine de Saba. Voilà. Tout est fait en plastique et tout ça. Donc un peu comme d'Égypte, comme tu disais, mais c'est une époque où vous êtes plus jeune que moi et donc vous n'avez pas connu cet engouement-là. Moi, avec mes yeux d'enfant, quand je regardais ces films-là, c'était extraordinaire. C'est sûr que ça a perdu un petit peu de son. Je suis pas d'accord avec toi. C'est plus que justement, moi, je les voyais aussi avec mes yeux d'enfant et je trouvais les films extraordinaires. C'est un peu comme le western, c'est qu'il y a eu des déclinaisons. Il y avait les films produits par les Américains, tournés en Italie, qui étaient souvent grandioses, et eux, les déclinaisons produits par des Italiens, faits par des Italiens, et qui étaient pas bonnes, quoi, comme certains westerns un petit peu de la grande époque. J'ai souvenir d'un péplum qui s'appelait Le Fils de Spartacus, qui se veut la suite de Spartacus, j'ai vu ça. Qui est nul. C'était en 62, 63, je crois. C'est ça. Ouais. Ils aimaient bien ça, les Italiens, les fils de... Oui. C'était la suite plus que qui semblait légitime. Voilà, c'est pour ça. Mais le péplum. Regarde Gladiator 2. C'est vrai. C'est un peu ça. Mais c'est pas un Italien. C'est peut-être dommage qu'il y ait la caméra. Mais bon. Mais ça incarne. C'est un cinéma qui est. Dans un sens, c'est dommage que ça se fasse plus. Je comprends que ça se fasse plus avec ces grandes batailles, ces grands décors, justement. C'est magistral, quoi. Moi, c'est vraiment des films qui me donnent envie d'aller au cinéma. Et que j'apprécie encore fortement.
Et même les péplums bibliques, moi j'avais appris plein de choses en voyant ces films, même si c'est bourré de conneries, oui, à certains moments. Mais pas forcément, mais bon, il s'arrange un peu avec les événements historiques ou les événements un peu avec les moyens aussi historiques qui étaient mis en œuvre. Parce que par exemple Gladiator, que j'adore, effectivement la bataille d'entrée de jeu là, elle est exceptionnelle, mais il y a beaucoup d'invraisemblances. Bien sûr. Mais moi, ça me donnait envie après d'aller chercher justement, de m'intéresser à cette période justement. Donc, évidemment, je pense que au final, la mission est remplie. Quoi. Si un film arrive à te donner envie de t'intéresser à une époque, à certains personnages, je pense que c'est mission accomplie en tout cas. Si je pouvais parler un peu de mes péplums préférés très rapidement. Moi, il y a Gladiator, évidemment, parce que c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma. Je pense que pour beaucoup de notre génération, c'est peut-être même notre premier péplum. Alors non. Permettez-moi. Non. Je ne t'ai pas inclus en disant la génération, tu peux rester. Merci. Moi, j'y aurais Gladiator, Cléopâtre, Les 10 Commandements, Covadis. Ah, t'avais vu Cléopâtre jeune? Non, je l'ai vu après Cléopâtre, mais je te parle de mon top. Ah non, mais je te disais. Je crois que j'ai vu Les 10 Commandements en premier, sur France 3. Ah oui, c'est possible aussi. Tu vois. Donc, et sinon, oui, ceux que je retiens, Les 10 Commandements, Cléopâtre. J'aime beaucoup Ulysse, tiens, on en parlait en antenne justement. Et, avec Kirk Douglas, évidemment. Et Spartacus n'est pas un de mes préférés. Ah, Spartacus, moi j'aime beaucoup. J'aime bien, mais tu vois, je lui préfère un Cléopâtre. Sachant qu'en plus, j'ai cru comprendre, je ne savais pas trop, mais c'est un film qui a beaucoup été... il a œuvré beaucoup pour le film de Spartacus, Kirk Douglas, en tant que producteur. Parce qu'il est producteur, oui. Mais pas que. Apparemment, pour le scénario, il s'est beaucoup investi. C'est lui qui a relancé en fait Dalton Trumbo, qu'il a repris... et qu'il a crédité, qui plus est, mais oui... parce que c'est un film de... Kubrick. Mais à la base, c'était réalisé par Anthony Mann. Il s'est fait virer au bout d'une semaine, en fait. Et après... Ça se faisait souvent. Il a fait son péplum par la suite, donc, non? Oui, tout à fait. Il en avait déjà fait, il me semble. Mais c'est surtout qu'en fait, Douglas était tellement vexé de ne pas avoir été pris pour Ben-Hur que de ne pas avoir été Ben-Hur. C'est un très bon film aussi. Moi, il aurait aimé être justement Judas Ben-Hur, mais il ne l'a pas été. Donc c'est pour ça qu'il avait fait son péplum derrière. Et Ben-Hur, bien évidemment, exceptionnel. C'est l'un des plus grands péplums de tous les temps. Et le remake qui en a été fait, tu vois, je suis pas fan. Non, j'ai même pas osé. En vrai, si tu connais pas l'original, alors si tu connais pas je te dirais c'est un bon péplum hors remake. Ça n'a pas la carrure et le charisme de premier, Charlton, forcément. Non. Parce que c'était Jack Huston, je crois, qui faisait... Oui, c'est Jack Huston, Tom Morgan Freeman aussi dedans. Oui, il y avait moyen de trouver. C'était réalisé par Timur Bekmambetov, réalisateur de Wanted, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, enfin voilà. D'accord. Je savais voir, parce que quand j'avais visité les studios Cinecittà, justement, ils étaient en train de tourner, donc on avait vu des décors, des machins. Par contre, je pense que voir les décors, ça devait être vraiment impressionnant. À Cinecittà? Puis de voir les décors de Ben-Hur, quoi. Même si c'était le remake. Oui, mais en fait, il y avait une galère toute pétée, tout ça, quand ils avaient tourné la scène et tout. Enfin, c'était... Moi, j'ai vu ça au Puy du Fou. Non, mais c'est pas... Chacun ses galères. C'est bien, un Puy du Fou. Ben-Hur, c'est vrai que c'était un spectacle incroyable, je crois. Ah oui, Ben-Hur, c'est à voir et à revoir. Et puis en plus, mais je sais jamais si je dois le ranger dans les péplums bibliques ou pas, celui-là. Il l'est en partie. Oui. Le roman original s'appelle Ben-Hur Crystal Story. La question, c'est la vie de Brian. Est-ce que c'est un péplum biblique? C'est comment dire, un hommage comique au péplum, on peut dire ça. Puis en plus, c'est terriblement drôle. Franchement, je l'ai pas vu, moi. Avec Sacré Graal, c'est vraiment le meilleur film des Monty Python. Et tu vois, j'ai vu des extraits. À vrai dire, je l'ai pas vu en entier non plus. Mais le coup là, lorsque il y a un gars qui se fait choper par un Romain en train d'écrire des slogans anti-romains sur le mur, et puis il dit mais c'est pas comme ça que ça s'écrit, et puis il lui fait écrire pendant toute la nuit, rectifier le truc, et puis c'est marqué partout les Romains hors de Judée ou je sais pas quoi. Ah non, c'est vrai, c'est vraiment excellent. C'est assez amusant. Puis en termes de comédie, on parle aussi de 2h moins le quart. Ouais, j'avais bien aimé, moi, 2h moins le quart. Avec Schlingus, le déodorant des gladiateurs.
Et par contre, si vraiment... Mais Astérix et Obélix, de ce fait, vous le classifiez comment? Parce que moi, techniquement, je dis que c'est le genre péplum. Moi, non, si. mais... Après, si tu le penses, oui, mais moi, non, pas du tout. On va dire, si 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ, c'est un péplum... C'est une parodie de péplum. Astérix, c'est une autre catégorie. Ouais, mais Astérix, c'est pas une parodie, c'est une adaptation de BD. Enfin, ça se passe quand même. Oui, non, mais après, si vous pensez ça, moi, ça me. On peut extrapoler le genre. Moi, je le range pas du tout là-dedans, quoi. On va étirer le genre. Une des meilleures œuvres, en tout cas, je reste persuadé que c'est la série Rome, qui en plus s'attarde à une période qui est vraiment très intéressante. C'est la fin de la République romaine et l'avènement justement de l'Empire. Et série injustement annulée trop tôt, parce que peut-être trop ambitieuse. J'ai l'impression qu'ils se sont attachés à faire une chose très très précise au niveau des détails historiques et ils ont repris des décors apparemment très très proches de... C'est ce qui... Oui, enfin en tout cas il y avait les conseillers, il y a plein d'historiens qui vont critiquer, mais en tout cas il y avait un effort qui avait été fait pour rendre ça du moins le plus crédible possible. Tout ce qui est quartier de Rome et tout ça, moi j'invite vraiment à découvrir. Elle est sur HBO Max, je crois. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, le style péplum comme le style western ne mourra jamais dans la mesure où c'est des films de spectacle et qu'on pourra ressortir à n'importe quel moment. En tout cas, ça va être plus dur à convaincre un grand studio de faire un péplum. Il faut avoir roulé sacrément sa bosse, pour pouvoir le faire. Le investissement plus conséquent. Le prochain projet ambitieux, ça serait Cléopâtre, qui vivote quand même depuis 15 ans. C'est vrai. Ça fait 15 ans. De main en main, ça devait être réalisé par Patty Jenkins avec Gal Gadot. Non, avant, il y avait déjà... Même avant. Il y avait Jack. C'était Angelina Jolie à la base. Oui, c'est vrai. Et maintenant, ce serait peut-être Denis Villeneuve qui le rentre les mains. Pourquoi pas. Mais vu qu'il veut réaliser d'abord Dune 3... Avec Zendaya en Cléopâtre, ce qu'il disait. Pourquoi pas. Oui, ouais. Bon. Quel nez, oui. Ça va encore polémiquer parce qu'elle est métisse, quoi. Oui, mais bon, techniquement, voilà. Pour citer Astérix, t'étais plutôt grec à la base, hein. Alors, comédie égyptienne pure souche, excuse-moi. oui, mais bon, mais voilà, en termes de péplum aussi, film d'animation, j'aime beaucoup aussi Le Prince d'Égypte, qui était le premier film des studios d'animation DreamWorks et peut-être l'un des meilleurs aussi au passage. Prince d'Égypte, dont Ridley Scott avait fait aussi sa propre version du 10 commandements. Il avait fait Exodus. Très mauvaise. De moins bonne mémoire, oui, en effet. Il s'était un peu planté. C'est peut-être le problème. Il faut qu'il arrête les péplums. Le truc, c'est qu'il faut accepter aussi. Il a essayé de trop moderniser. Moi, je trouve que quand tu regardes un péplum, tu acceptes que la religion était présente, que il y a plein de choses. Je trouve il faut se remettre aussi dans le contexte années 50 sur beaucoup de choses. Oui, et puis accepter les partis pris de l'époque, quoi. C'est vrai. Un autre péplum récent que tu en as parlé très vite fait, il y a 3 qui apparemment nous portons dans nos cœurs tous les 3. Ils en avaient fait une série qui était beaucoup moins réussie. Ah oui? Oui, ils avaient fait une série sur Netflix, alors qui, par contre, était un peu plus fidèle à l'Iliade, puisqu'ils avaient vraiment intégré les divinités qui se battent un peu... au travers des hommes. Au travers des hommes, exactement, pour l'Iliade. Mais comment veux-tu que ça n'emporte pas notre envie, notre désir, parce que c'est des histoires hautes en couleurs, donc voilà. Avec des personnages très stéréotypés, très caricaturaux aussi. Pas tant que ça, hein, c'est vachement plus subtil qu'il n'y paraît, hein, la mythologie grecque. Hein. Et après, ils en font effectivement une adaptation un peu plus simplifiée dans les films. Oui. Mais c'est très complexe en fait. Il y a beaucoup de choses qui ressortent et des traits de psychologie. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de choses qui ont trait à la mythologie grecque dans tout ce qui a trait à la psychanalyse, à la psychologie et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est vrai que tu avais dit Pasolini, il y avait quand même Médée, il y avait aussi Deep Roy. Ouais, mais après c'est oui, alors à la fois Deep Roy, c'est peut-être l'un des rares Pasolini que j'ai beaucoup aimé. Après c'était des adaptations de tragédies aussi, de théâtrales. Mais oui. Comme on
pourrait citer aussi Antigone de Jean Anouilh. Enfin, j'ai jamais vu. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un peu autre chose. Oui, mais on retombe dans le côté grec, antiquité. Il y avait Agora, que je n'ai toujours pas vu, qui était cité comme une référence. Oui, qui serait considéré comme l'un des meilleurs péplums récents, enfin néo-péplum. C'est un des derniers, justement, 2009, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être dans ces années. Avec Rachel Weisz. Rachel Weisz, oui. Et puis, du coup, on en parlait en off, il y aurait un projet qui devrait sortir assez prochainement, consacré à Ulysse, The Return, avec Ralph Fiennes et Juliette Binoche. Voilà. Moi, si je peux juste inviter nos auditeurs à redonner une chance à Alexandre, parce que lui avait vraiment la volonté, alors je dis pas que c'est le plus réussi, mais c'est celui qui avait le plus la volonté de refaire un vrai péplum grandiose avec des grandes armées, ce genre de choses, comme ça se faisait à la bonne époque des années 50 et 60. Voilà. Même si, est-ce qu'il y est arrivé? Voilà, ça reste à déterminer, mais en tout cas, c'est un projet qui a dû le tenir sacrément à cœur, parce qu'il l'a remonté, je crois, pas moins de 4 fois quand même pour qu'il soit le meilleur possible. C'est un grand personnage, Alexandre. Faut reconnaître. Il y a au moins 4 versions, je crois, du film. Et qui m'a conseillé la plus longue. Moi, j'apprécie la plus longue, oui. D'accord. Bon. Je vais découvrir ça en tout cas de suite. Eh bien, écoutez, c'est tout pour l'émission de ce soir. Côté programmation à la radio, demain, vous allez retrouver 2 émissions. Questions de parents présentées par Elodie L de 12h15 à 12h45 et Parents autrement présentées par Pauline de 13h à 14h. On va se quitter sur une dernière chanson liée au péplum, When You Believe de Whitney Houston et Mariah Carey du film Le Prince d'Égypte. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et allez au cinéma. Une belle toile.